Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors, la charge héroïque, moi je dois vous avouer que c'est peut-être un de mes 2-3 Ford préférés. Qui l'a vu déjà parmi vous? Ah oui, des fidèles qui viennent revoir ce film. Alors le titre original, je dis évidemment c'est She Wore a Yellow Ribbon, c'est qu'elle portait un ruban jaune. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous verrez quelle signification ça a, mais c'est le titre véridique, hein, et le ruban étant ce que portaient les femmes dans les camps, enfin dans les forts, hein, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, au moment des guerres, après la guerre de sécession et au moment des guerres indiennes. Et lorsqu'elles portaient ça dans leur chevelure, ça signifiait que leur cœur était pris par un homme qui la plupart du temps était parti au combat, en éclairage, faire la guerre, enfin peu importe, mais son cœur était pris. Et donc le titre du film de John Ford, c'est exactement ça. Ce qui est très très loin de la charge héroïque. Hein, parce que la charge héroïque, vous le verrez, il y a une micro-charge et elle n'est pas héroïque. Bon. Donc c'est sans doute un des titres les plus à côté de la plaque que je connaisse du cinéma de John Ford. Voilà. C'est pas grave, bon, mais c'est bon de le savoir avant, de manière à ce qu'on n'allait pas voir. Hein, c'est pas le Convoi des Braves, c'est pas le Massacre de Fort Apache, c'est pas Rio Grande. Ce sont pas des films qui sont souvent, on va dire, un peu des épopées avec des grandes séquences d'action, d'aventure, etc. Dans la charge héroïque, absolument pas. J'ai pas envie de vous en parler trop avant. Vous dire 2-3 petites choses. D'abord, c'est sans doute. Alors, Jean-Paul parlait de la copie. C'est un film qui est tourné en Technicolor. Et pour moi, c'est, à mon avis, une des photographies les plus ahurissantes du cinéma de Ford. Et ce qui fait que généralement, lorsqu'on parle de la beauté, ou plus précisément de la poésie du cinéma de John Ford, alors on pense évidemment au noir et blanc. Je pense à ce dont on a parlé ici même avec Qu'a été verte ma vallée, par exemple. Il y a la poésie du noir et blanc fordienne, on pourrait dire, qui vient notamment de l'expressionnisme ou autre. Ça, il y a une forme de poésie du noir et blanc chez John Ford. Et puis il y a aussi une forme de poésie dans la façon dont il a utilisé la couleur. Et là, dans la charge héroïque, c'est absolument exemplaire. C'est magnifique et même par moments, on se croirait, vous allez voir dans certaines séquences du Magicien d'Oz, hein, tellement Ford magnifie à la fois ses personnages, les habits, les costumes de la cavalerie. Les jaunes, les bleus, les rouges n'ont jamais été aussi beaux que ça. Les ciels aussi. Et évidemment, le décor, parce que c'est le seul film de Ford qu'on va passer à l'occasion du cycle qui se déroule dans Monument de Vallée. Je dis ça, c'est un détail, mais c'est quand même pas inintéressant chez Ford. C'est vraiment là, il retrouve, hein, après l'avoir déjà filmé plusieurs fois, si je dis pas de bêtises, Ford a tourné 8 films à Monument de Vallée. C'était devenu évidemment son territoire, ce qui fait que vous savez bien que la plupart des cinéastes, pendant très très longtemps, se sont tenus à distance de Monument de Vallée parce que c'était le lieu fordien par excellence et que le simple fait de poser sa caméra à Monument de Vallée, et même pour ceux qui éventuellement sont allés parmi vous encore aujourd'hui à Monument de Vallée, quand vous débarquez à Monument de Vallée, vous avez forcément des images de Ford dans la tête. C'est lui qui a jamais, on pourrait dire, à fabriquer l'image, mais l'image souvenir dans notre mémoire, hein, on pourrait presque dire dans notre cerveau de Monument de Vallée. Et d'ailleurs, vous allez voir que la petite cabine, ça s'appelle comme ça, le petit appartement, la petite cahute dans laquelle habite le personnage principal du film, qui est Nathan Brittle, joué par John Wayne, a été préservée aujourd'hui à Monument de Vallée. Je dis ça parce que moi j'y étais il y a quelques mois, et vous pouvez vous balader dans la cahute de John Wayne. Ils ont gardé absolument intact l'endroit où a été construit le fort, hein, le fort du film. Donc c'est un endroit évidemment assez émouvant, puisqu'une grande partie du film se déroule devant ou aux abords de cette espèce de petite cahute où habite Nathan Brittle, qui est donc un militaire, hein, un capitaine qui va partir à la retraite. Bon, je vous en dis pas plus parce que vous allez voir la façon dont le récit évolue d'une façon extrêmement particulière. 2 mots quand même sur l'origine du film. Jean-Paul disait, c'est le 2e volet de la trilogie de la cavalerie. Je rappelle juste que cette trilogie de la cavalerie n'est qualifiée qu'après coup trilogie. À aucun moment Ford n'a pensé faire au départ une trilogie, 3 films sur la cavalerie. Le Massacre de Fort Apache en 1948, La charge héroïque en 1949 et Rio Grande en 1950. Mais ce qui est quand même très intéressant, si vous avez un tout petit peu le Massacre de Fort Apache en tête, bon, alors je vous en reparlerai, c'est que la charge héroïque en fait tisse un lien absolument direct avec le film précédent. C'est pas grave si on le voit pas, c'est pas grave si on connaît pas par cœur le Massacre de Fort Apache, quoique, mais bon, disons que c'est pas grave. Mais vous allez voir que entre la fin du Massacre de Fort Apache, dont je vous parlerai, où l'on voyait John Wayne, alors jeune, capitaine fringant, reprenant la direction du bataillon que dirigeait juste avant Henry Fonda, le fameux colonel Thursday,
l'horrible Colonel Thursday. On le voyait franchir la porte du fort 7 fois avec la charge du bataillon, et donc il passait, on pourrait presque dire, de jeune pousse à adulte, hein, d'aspirant enfin à commandant. Là, la charge héroïque effectue une ellipse gigantesque, puisque Ford biffe intégralement le trajet héroïque de John Wayne. C'est-à-dire qu'on l'a quitté alors qu'il commençait à être l'homme qui allait diriger pendant quelques années, voire 20-25 ans, ce bataillon au moment de la guerre de sécession et des guerres indiennes. Et on le retrouve, on l'a quitté à ce moment-là, et on le retrouve, enfin, on l'a quitté à l'aube, si vous voulez, de sa carrière, et on le retrouve directement au crépuscule. Hein. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, alors c'est du sous-texte, mais c'est intéressant dans la trajectoire et dans le cycle qu'on fait là, de voir que, John Ford se dit que c'est John Wayne qui va jouer le rôle principal de ce film-là, alors qu'il jouait le rôle plutôt secondaire ou un des 2 rôles principaux du film précédent, et que choisissant John Wayne, qui est l'incarnation absolue évidemment du héros, il décide de biffer ce qu'on attend de lui, autrement dit, il n'y aura rien d'héroïque chez John Wayne, son âge d'or est passé. Hein. Maintenant, il est rentré dans sa grande nuit. Et c'est ce que raconte évidemment la charge héroïque. Alors, le film est réalisé en 1948. Il faut quand même dire que alors, c'est très compliqué parce que John Ford a 54 ans à ce moment-là. Donc, il commence déjà à avoir un peu d'âge. Et on pourrait presque dire qu'il y a une forme d'identification avec le personnage que joue John Wayne dans le film, cet homme vieillissant, à 2 doigts de la retraite. Je rappelle que vous allez le voir, John Wayne a 42 ans lorsqu'il tourne le rôle, alors qu'il avait le même âge quasiment, le massacre de Fort Apache. On a le sentiment qu'il y a 30 ans d'écart entre les deux, ce qui est évident, mais John Wayne a à peu près le même âge. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à ce film-là, John Ford ne croyait pas dans la capacité de John Wayne à jouer des rôles un peu plus complexes, un peu plus subtils, un peu plus profonds. Voilà, il l'avait utilisé plusieurs fois auparavant, mais souvent c'est des hommes un petit peu droits, un peu monolithiques, un peu fougueux, etc., très respectueux de la hiérarchie. Hein, comme le disait Ford, John Wayne est un rebelle obéissant. Ça, c'est très important chez Ford. On est un rebelle, mais on est obéissant. C'est-à-dire qu'on est à la fois contre la guerre, mais on est pour l'armée. Ça, c'est des paradoxes sur lesquels on va revenir, parce que si on n'a pas cette subtilité-là en tête, on ne comprend rien, à mon avis, au film de Ford, et en particulier à ce film-là. Et en même temps, Ford donc, hésitait sur la capacité de jouer ce type de rôle de la part de John Wayne. Or, dans l'histoire du cinéma américain et du western, 47, 48, 49, c'est un moment important parce qu'il y a une grande floraison de très très grands films du genre à ce moment-là. Et fin 47, début 48, Howard Hawks a sorti Red River, hein, La Rivière Rouge, dans lequel John Wayne joue le rôle de Tom Dunson. Et c'est en voyant ce film dans lequel il joue un homme plutôt vieillissant, une espèce de patriarche assez complexe, un peu ambigu, etc. C'est en voyant ce film que John Wayne s'est dit, que John Ford s'est dit, finalement John Wayne il peut jouer autre chose que ce que je pensais. Et c'est grâce au film de Howard Hawks que finalement Ford va être convaincu de prendre John Wayne pour tourner dans la charge héroïque. Ça, c'est un truc important. Et d'ailleurs, Ford dira très souvent, beaucoup de critiques et très très longtemps, et ça dans son livre génial de Jim McBride sur John Ford, il en parle souvent de cette idée que pendant longtemps, les critiques ont confondu Ford et Hawks. Beaucoup de gens allaient voir Ford en disant La Rivière Rouge, c'est absolument formidable, et allaient voir Howard Hawks en disant Le Massacre de Fort Apache, c'était génial. Et c'est intéressant, on en reparlera après, de voir le rapport à la fois entre Ford et Hawks. Bon, je vous en parlerai de tout ça plus en détail après. Écoutez, bonne projection. Vous allez, à mon avis, voir peut-être le film le plus inattendu de Ford. C'est un film qu'il faut quand même rappeler que vous allez voir un Indien, le plus bel Indien peut-être du cinéma de Ford, il est là, il est dans ce film-là, et qu'un an auparavant, dans le Massacre de Fort Apache, c'est la première fois que dans un western américain, l'Indien est autre chose qu'une silhouette qu'on dégomme au-dessus d'un canyon. C'est lui qui a commencé à donner aux Indiens une image, un hiératisme, une espèce de présence que n'avaient pas les Indiens. Après, ils en auront beaucoup évidemment, mais c'est Ford le premier. Et là, vous allez voir le lien qui se tisse entre John Wayne et ce chef indien dont je ne vous dis pas le nom, mais il est assez drôle. Écoutez, bonne projection, et puis à tout à l'heure pour de plus amples développements. Je vous disais tout à l'heure que c'est un film qui dialogue énormément avec le film précédent, Le Massacre de Fort Apache. Et donc, très rapidement, je voudrais revenir sur des choses que je vous ai peut-être déjà un peu racontées sur l'univers fordien, mais là qu'on retrouve de façon assez exemplaire. Et je vous ai plusieurs fois parlé de cette question, vous savez, de la communauté, du peuple, du héros chez John Ford. Et là, le personnage de Nathan Brittles, c'est un formidable exemple de ce que c'est que le héros fordien.
Mais ce film-là, il permet aussi de vous dire que le héros fordien, il a quand même évolué. Peut-être que dans les précédentes interventions, je vous ai peut-être donné l'impression de décrire le héros fordien comme un espèce de personnage immuable qui n'avait jamais changé, grosso modo, de, disons, 39, la chevauchée fantastique, moment où apparaît John Wayne, jusqu'à la fin des années 60. C'est pas vrai. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est que La Charge héroïque, c'est le film charnière. C'est-à-dire qu'avant, on pourrait dire que le héros fordien a l'avenir devant lui. Hein, c'est le fameux personnage de John Wayne dans le massacre de Fort Apache, vous savez, celui qui tente de préserver sa communauté. Ça, c'est le moment très important chez Ford, évidemment, où, je vous l'ai dit plusieurs fois, la communauté, c'est la question permanente chez Ford, parce que la communauté, c'est la fin. C'est lorsque d'ailleurs la fin de La Charge héroïque, lorsqu'ils disent, voilà, ils étaient ce qu'ils étaient, la cavalerie, ce sont... Hein, de façon presque un tout petit peu emphatique, hein, c'est le peuple des États-Unis, hein, ils ont formé les États-Unis, et là, lui, il se sert de la cavalerie comme d'une sorte presque de métonymie de ce que c'est que la communauté américaine, et s'il n'y a pas communauté, il n'y a pas d'Amérique, et la fin de La Charge héroïque, ça raconte exactement ça. C'est pour ça que ce qui l'intéresse dans la cavalerie, indépendamment du fait qu'on parle de l'armée ou pas de l'armée, hein, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment cette petite communauté qui là est un peu loin de tout, dans un fort qui est aux avant-postes, quelque part en plein cœur du désert de Monument de Vallée, de voir comment tout ça, ça arrive à tenir. Et on voit bien que dans la carrière, la trajectoire de John Ford, il y a toujours eu jusque-là des héros qui tentaient, on pourrait dire, de trouver le juste milieu entre d'un côté l'intégration évidemment de forces extérieures et en même temps la préservation du petit monde intérieur. Voilà. La fameuse loi du héros fordien, c'est comment j'ouvre suffisamment la communauté pour pas qu'elle étouffe et je la referme suffisamment pour la protéger. Si j'ai pas cet effet de double mouvement-là, je ne peux pas être un héros fordien. Voilà, véritablement. D'où le sort, par exemple, qui réserve aux vendeurs d'armes, dont on voit le massacre à un moment donné dans le film, qui est le seul moment de violence d'ailleurs du film, véritablement. Bon. Ça, c'est vrai, en gros, jusqu'à 48-49. La Charge héroïque, c'est le moment où, pour la première fois, on pourrait dire, dans un western incarné par John Wayne, c'est quelque chose d'important, on pourrait dire que l'âge, le temps, véritablement, devient presque le sujet central d'un film de Ford. Et là, le héros fordien, c'est quelqu'un, en l'occurrence la tombriteuse dans le film, qui a déjà tout son passé derrière lui. D'ailleurs, c'est un film qui ne cesse de dialoguer, évidemment, avec le passé. C'est peut-être, à mon avis, le plus beau film de John Ford, consacré, on pourrait presque dire, au dialogue entre les morts et les vivants. C'est un film qui est hanté par la mort, avec cette séquence qui est extrêmement célèbre, très très belle et très connue, de la première fois, lorsque Nathan Brittle va visiter la tombe de sa femme. Séquence extrêmement célèbre parce que c'est une séquence matrice de Ford qu'on retrouvera dans 3, 4, 5 de ses films, le moment où le personnage principal va se recueillir devant la tombe d'un être défunt. Alors là, non seulement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a la femme, hein, quand on voit ça, d'ailleurs ses dates de naissance et de mort, qui est morte à peu près à 35-36 ans, il y a aussi les deux filles à côté. Hein, je ne sais pas si on le perçoit la première fois, mais quand il va visiter la tombe de sa femme, Marie en l'occurrence, il va visiter la tombe de sa famille puisque les deux filles sont à côté. Et d'ailleurs, on l'a vu dans une photographie, une des rares photographies qu'il a dans sa petite cabine. On voit les 3 femmes qui sont là, sa femme et ses 2 filles. Façon de nous dire, sans jamais le pointer, parce que là, le sujet principal là, de la séquence, c'est comment je dialogue avec la bien-aimée, avec la femme qui a disparu. Et on comprend qu'elle a disparu depuis déjà un petit bout de temps. Sans nous le souligner, on a conscience que c'est un être qui a tout perdu, Nathan Brittle, dans le film. Il n'y a plus que la cavalerie. Sa famille, la famille qui lui reste, c'est cette cavalerie, d'où évidemment le mal qu'il va avoir à la quitter. Parce que la Charge héroïque, c'est un film qui passe à peu près 1h40 à nous raconter l'histoire d'un homme qui ne veut pas s'en aller du film. Voilà. Qui ne veut pas raccrocher les gants. D'où le rythme, on y reviendra, très particulier du récit, même du scénario, qui est un peu bizarre, d'ailleurs un peu erratique, inattendu, parce qu'on a presque le sentiment que le film est fait comme ça, d'aller, de retour, d'échapper, de chemin de traverse, d'un personnage qui doit y aller mais qui ne veut pas vraiment y aller. La seule mission qui est sa dernière, il la rate. Pour des raisons, raisons totalement nobles, mais il la rate. Donc finalement, c'est un personnage qui met un temps fou à s'en aller. Et c'est évidemment tout le sujet du film. Bon. Mais ce que je voulais dire sur le héros fordien, c'est très important, c'est qu'on a là pour la première fois incarné à l'écran un personnage qui a donc son passé derrière lui, et c'est la mélancolie qui arrive totalement là dans le cinéma de Ford avec ce personnage-là, qui maintenant ne parle plus qu'avec le passé, avec les morts, ce qui fait, et ça je tenais à vous le dire, parce que quand on regarde La Charge héroïque,
par rapport à d'autres films de Ford. Vous savez, chez Ford, il y a souvent, on pourrait dire, une sorte de triangle. Il y a le personnage qui est amené à devenir un héros, on pourrait presque dire, voilà. Il y a l'antagoniste pur et dur, hein, celui contre lequel il faut lutter parce qu'on n'arrive ni à l'intégrer finalement, ni à l'expulser, donc il faut littéralement l'abattre, hein, au sens propre. Et puis on pourrait dire le troisième terme, c'est à l'intérieur de cette communauté-là, toutes les différentes dissensions qui apparaissent. Ce qui est intéressant dans la charge héroïque, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste. Hein, évidemment, le marchand d'armes en est un à un moment, mais il n'y a pas d'antagonisme. Et on se demande, moi je me demande, pendant tout le film, si on regarde dans le massacre de Fort Apache, on sait très très bien par exemple que John Wayne ne cesse de lutter contre Henry Fonda pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il essaie de faire plier ce type qui est ultra rigide, raciste, extrêmement coincé, rétrograde, méprisant, enfin bref. Le héros dans Massacre de Fort Apache, c'est York, le capitaine York, c'est John Wayne qui tente, et on est plutôt nous avec lui, qui tente de faire plier Thursday. Il n'arrivera pas, Thursday ira dans sa fameuse mission suicide à la fin du film, le fameux massacre de Fort Apache, c'est une mission suicide, c'est que Henry Fonda dans le film emmène ses hommes au massacre, ils se font massacrer, et c'est évidemment un épisode qui date de 1776, qui est évidemment la mort de Custer, ce qui fait d'ailleurs un autre lien entre le début de la charge héroïque et la fin du massacre de Fort Apache, c'est que le film s'ouvre exactement sur une séquence qui tisse un lien avec la fin du massacre de Fort Apache. Le massacre de Fort Apache s'achève par la mort, la déroute du colonel Custer, qui a emmené ses troupes en territoire sioux qui se sont fait décimer, et la charge héroïque prend presque, c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il nous connecte très directement à la dernière séquence du massacre de Fort Apache, et en même temps John Wayne lui a pris 40 ans. Hein, c'est qu'il y a un drôle de truc dans le film, on voit bien qu'il y a 2 histoires, je suis sûr que ne pas être trop compliqué, mais il y a 2 histoires. Il y a l'histoire chronologique américaine, c'est-à-dire qu'il y a effectivement Custer, 1876, voilà ce qui vient de se passer à la fin du massacre de Fort Apache, premier plan de la charge héroïque, le blason de la 7e cavalerie à laquelle appartenait Custer, et le film nous raconte la suite directe du massacre de Custer d'ailleurs. Comme Custer est mort, les Indiens ont commencé, les tribus indiennes ont commencé à se regrouper entre elles, et éventuellement on fait peser une menace sur l'armée américaine, et un des trucs, une des missions, une des choses que n'arrive pas à faire évidemment John Wayne dans le film, je ne sais pas si c'est tout de suite lisible, il a comme idée au début de tenter d'empêcher certaines des tribus de se regrouper pour faire masse et pour faire force de cette façon, et il échoue à faire ça. Et donc la mort de Custer, si vous voulez, c'est à l'origine, on pourrait dire, de tout le récit de la charge héroïque, comme si finalement du massacre de Fort Apache, réalisé un an auparavant, et la charge héroïque, on était dans la même continuité, mais à un mois près. Hein, le film continue. Par contre, ça c'est l'histoire des États-Unis. Puis après, il y a une histoire plus secrète, qui est l'histoire du personnage, hein, qui est son rapport au temps, on pourrait dire, et ça c'est l'histoire de John Wayne. Et là par contre, il n'y a pas de continuité, il y a rupture totale, il y a méga ellipse, il y a 35 ans d'écart entre les deux. Et ça c'est très très beau. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'antagonisme, donc qui est toujours quelque chose d'important dans le western évidemment, mais en l'occurrence chez John Ford, là il disparaît. Enfin il disparaît apparemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent du colonel Thursday. Il n'y a pas le général fou furieux, même son général est extraordinaire. J'aime beaucoup cette séquence lorsqu'il doit écrire la plainte. Hein, comment est-ce qu'on voit bien comment chez Ford on est à la fois totalement amoureux, on pourrait dire, de la cavalerie comme d'une communauté, et pas dupe du tout de son absurdité, on pourrait dire, des rituels, des codes et des lois. Hein. Il y a toujours, dans les films de John Ford, les deux à la fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire d'un film comme La Charge héroïque qu'il est pro ou anti. C'est que Ford, il est sensible à 2 choses. Hein. Je disais tout à l'heure, à la fois il est très sensible à cette idée de la communauté créée par la cavalerie, et en même temps, il n'est pas dupe du tout de l'absurdité du système que ça peut produire. Massacre de Fort Apache, ou plus tard quand il fera Les Cavaliers. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec John Wayne, qui est un film terrible là-dessus, où on envoie de jeunes adolescents au casse-pipe, enfin voilà. Donc, et l'antagonisme donc dans La Charge héroïque, à mon avis, hein, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel doit faire face John Wayne dans ce film-là, auquel il ne fait pas faire face auparavant dans les précédents westerns, c'est le fait que son principal ennemi, c'est le temps qui a passé. C'est pour ça que c'est un film qui adopte intégralement le point de vue, si vous voulez, de ce personnage, hein, le personnage de John Wayne, qui est un film qui est totalement, on pourrait presque dire, raconté au passé. Hein, on pourrait dire que le présent, il n'y a pas de présent
dans la charge héroïque. Quand vous voyez le massacre de Fort Apache, si vous l'avez encore une fois un peu en tête, c'est un film dont le récit colle totalement avec son présent. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va rencontrer l'Indien Cochise, le chef Cochise? Comment est-ce qu'on négocie avec lui? Comment on le trahit? Voilà, on est totalement dans le présent de deux personnages. Là, on voit bien, d'où la séquence du cimetière qui est extrêmement importante, que Nathan Brittles, lui, il est déjà ailleurs. Hein, il est déjà de l'autre côté. Son temps a déjà passé. Et c'est sans doute d'ailleurs ce que commençait à sentir Ford, même personnellement, lui, en tant qu'individu, après la guerre. Il avait fait la guerre, et aussi à Hollywood en 1954, qui est un moment où tout commence aussi à changer. Il a conscience qu'il commence, lui, à appartenir à une époque qui est en train de se finir. C'est pour ça qu'on sent très très bien dans la façon dont il filme Nathan Brittles l'espèce d'adéquation, de coïncidence, ou presque plus que de sympathie, d'empathie absolue de Ford pour ce personnage-là. Et donc l'antagoniste, ce qui en fait un film très drôle d'ailleurs, c'est pour ça que La charge héroïque, le titre est ridicule, parce que le vrai antagoniste, c'est pas l'Indien. C'est même pas le marchand d'armes, c'est pas l'autre général, etc. C'est le temps qui passe. Et c'est un film qui raconte l'histoire finalement d'un personnage dont le sablier s'est écoulé et qui tente de retenir au maximum les dernières heures qui le rattachent à quelque chose qui renvoie pour lui à la vie, parce qu'on voit très très bien que dès lors qu'il sera dans le civil, il a beau parler de la Californie, etc., l'homme meurt. Je ne sais pas si vous avez vu un film, le film Skeffington, The Last Hurrah, La dernière fanfare. Vous avez vu ce film de John Ford, 58, réalisé 10 ans après, avec Spencer Tracy dans le rôle d'un sénateur maire d'une petite ville, qui est un personnage qui est totalement contenu dans Nathan Brittles d'ailleurs. C'est un personnage qui tente, tout simplement, il est élu depuis des dizaines d'années comme maire dans cette ville du Massachusetts, je ne dis pas de bêtises. Et il tente de faire une dernière élection. Une dernière fois, il est convaincu, lui, le patriarche de la ville, qu'il va gagner, si ce n'est qu'il perd. Et perdant cette dernière élection-là, finalement, il quitte la communauté, il perd sa famille, qui était la famille à la fois politique, ses administrés, etc. Et, sans vous révéler la fin, il est à deux doigts ou presque de mourir à partir du moment où il perd l'élection. Et chez Nathan Brittles, le film ne le raconte pas. C'est pour ça qu'il y a même une pirouette délirante à la fin, lorsqu'il dit « Ouais, mais finalement, non, tu restes avec nous ». Mais on voit très très bien que cette espèce de double, triple fin, alors qu'il est en train de partir du fort et qu'on le rappelle, vite il y a un courrier qui va le rappeler, on est totalement dans presque de l'ordre du fantasme, c'est presque un cadeau que fait Ford à son personnage. Ok, tu vas pas quitter le plan. Donc on va te nommer comme chef éclaireur, scout, tout ce que tu veux, pour rester dedans, pour pas que tu meurs. C'est ça que ça raconte. Mais vous voyez bien combien je dirais que le codicile et la toute dernière fin, elle est presque un cadeau que fait Ford à son personnage, mais personne n'est dupe du parcours de Nathan Brittles et de la dimension presque mélancolique. Donc le temps, c'est vraiment ce qui obsède Nathan Brittles, ce qui fait que le film a une drôle de trajectoire. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment... On se demande où est le nœud du récit. On se demande pas d'ailleurs, mais si on se dit pas que le problème c'est le temps et que tout est organisé en fonction de ça, d'ailleurs vous avez bien vu la façon dont la fin du récit est totalement organisée autour du compte à rebours. Il passe son temps à demander combien de temps il lui reste avant le minuit fatidique. Il sort cette super montre à gousset que lui ont offert les soldats là. Et donc le récit n'est plus qu'aux ordres de ça. Qu'est-ce que je peux faire avant minuit? Parce qu'après je ne serai plus rien du tout. Mais donc le récit n'a pas de grand pic, il n'y a pas de grande scène d'action, il n'y a pas de charge, il n'y a même pas de combat. Et il y a des moments, on pourrait presque dire les moments les plus importants du film. On a vu, il y en a deux, indépendamment de la scène du cimetière qui évidemment est capitale. Il y a toute l'énergie, et à l'époque ça avait été plutôt très mal compris, pas trop apprécié d'ailleurs. Beaucoup de critiques avaient dit oui mais alors toutes ces séquences où Nathan Brittles tente de calmer les deux lieutenants qui sont tous les deux amoureux de Joanne Drew, enfin Olivia dans le film, c'est un peu ridicule. Pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que c'est là pour le coup, c'est le versant dont je vous parlais du héros fordien très important. C'est ce qui fait de Nathan Brittles que c'est un héros, un patriarche typiquement fordien, c'est que ça a l'air anodin, mais c'est absolument capital quand on dirige une escouade ou des soldats. Ça a l'air anodin, mais on voit bien que sans Nathan Brittles, ces choses qu'il arrive finalement non seulement à étouffer, à ce duel qu'il arrive à réduire, à amenuiser, et jusqu'à la fin où l'autre Pennell, Harry Carey Jr., le rouquin, un des fidèles de Ford, arrive à dire à son rival « je comprends ». Mais il comprend pourquoi? Pas parce qu'il a la révélation, il comprend parce que Brittles a fait le boulot pendant 1h40, a tout fait pour que l'autre comprenne, jusqu'à des moments qui pour moi sont là où c'est là où la grâce de Ford est là. Je pense lorsque cette longue marche dans le désert, c'est juste avant l'orage,
Séquence formidable d'ailleurs, hein, vraiment tournée alors qu'un orage arrivait, entre parenthèses, c'est pas un effet spécial, hein, c'est vraiment un orage. Et juste après, donc à nouveau, les deux sont en train de s'engueuler, de s'envoyer des petits pics, etc. Et elle, à un moment donné, est vexée par un propos de John Agar, hein, qui est donc Coil. Et on voit John Wayne qui, avec son cheval, recule et met sa main dans le dos. Je ne sais pas si vous avez vu ce geste-là. Ça, c'est du Ford typique. Hein, c'est extrêmement beau, très fin, le personnage se définit comme ça, il est sur tous les fronts en même temps. Et là, on pourrait presque dire que le combat intime, de cœur, presque, dans l'intérieur de cette communauté entre ces deux lieutenants, qui vont jouer un rôle capital dans la survie de l'escouade, compte autant dans la fin de parcours de Nathan Brittles que la façon dont il va réussir à négocier la dernière fausse charge au moment où ils font s'enfuir les différents chevaux. Hein. Avec ce moment aussi très très beau, c'est que c'est un film qui nous raconte finalement le grand, hein, l'héroïsme du type, c'est celui qui arrive à éviter qu'on fasse la guerre. Hein, parce que c'est quand même peu à peu le discours qui se met en place dans le film. Hein, c'est qu'effectivement, la cavalerie, le côté bienveillant, le côté burlesque et comique, la grande séquence de beuverie et de bagarre qui est typiquement typique du cinéma de Ford, hein, qu'on retrouve chez, on pourra y revenir. Hein. Là encore, quelque chose souvent de mal apprécié chez lui. Beaucoup de gens trouvaient cet humour un peu lourd, un peu grossier. Moi, je trouve pas du tout, parce que c'est au contraire ce qui fait ce qui préserve toujours Ford, on pourrait dire, du sentimentalisme. Hein, c'est que comment la séquence de beuverie, elle vient doubler la séquence d'adieu de John Wayne. John Wayne reçoit la montre, et on a là John Wayne, l'arme à l'œil, c'est le moment le plus émouvant et poignant, quasiment un des moments les plus émouvants et poignants de tout le cinéma de John Ford. Hein, et tout de suite, Ford après double ce moment-là avec la beuverie de Victor McLaglen, qui était un des grands abonnés irlandais, Mastock, etc. Et j'aime beaucoup la façon dont, à plusieurs moments dans le film, il a quand même conscience, Ford, qu'il y a un excès, qu'il y a un risque de sentimentalisme. Hein, et Ford n'était pas du tout un sentimental. Il y a beaucoup d'émotions, il y a du mélodrame même par moment, il y a de la mélancolie évidemment, mais il n'y a pas de sentimentalisme. Et pour briser ça, il faut qu'il double la séquence avec une séquence burlesque de baston, etc. De la même façon que lorsque Nathan Brittles s'en va, moment extrêmement émouvant, juste après, reprise de cette séquence-là par les deux, le général et sa fille, qui sont en train de les regarder, et il se passe le mouchoir. Hein, et là, façon aussi de désamorcer la dimension sentimentale. Là, beaucoup de séquences dans le film, et les séquences qui sont les plus, on pourrait presque dire les plus émouvantes, elles ont lieu deux fois. Une première fois sur le mode, on pourrait dire, de l'émotion, de la sincérité, de la bienveillance de Ford à l'égard de son personnage, et une deuxième fois qui, on pourrait dire, qui désamorce complètement la dimension sentimentale, hein, à l'intérieur même de la séquence. Tout a lieu comme ça deux fois. Et donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que ce personnage de Nathan Brittles, il est à la fois, il appartient à la cavalerie, c'est sa famille, c'est plus que ça, et en même temps il la dépasse, d'où le fait que lorsqu'il va se plaindre, l'autre lui dit, bah oui, remplis ta feuille, mais ils sont plus que la cavalerie. C'est-à-dire que ce qui fait qu'ils sont ensemble, qu'ils se rejoignent et qu'ils se comprennent, c'est bien plus fort que la simple application des rituels de l'armée. Ce que ne comprenait pas Surstead dans le massacre de Fort Apache, qui faisait un truc by the book, comme on dit, qui n'en sortait jamais. Et si on à l'heure de la cavalerie ou dans l'armée, on réagit by the book, on est une catastrophe humaine. Et la vraie horreur chez Ford, c'était ça. Là, on a effectivement des gens qui sont très sensibles à leur uniforme, hein, très attachés à des détails, etc. Mais la communauté, disons que la survie de la communauté l'emporte sur le respect des règles de l'armée. C'est ça qui est toujours intéressant, on pourrait dire, chez Ford. Et ce dont se rend compte Nathan Brittles, c'est que cette espèce de micro-duel, ce micro-conflit entre ces deux lieutenants, on voit très très bien qu'à l'intérieur d'un film, ça pourrait faire presque boule de neige et devenir un conflit central qui se termine quasiment au duel dans une flaque de boue à la fin du film. C'est ça le trajet autour d'une femme, évidemment. C'est ça le trajet naturel de ce récit-là. Et tout le travail de Nathan Brittles, pour moi, son dernier acte héroïque, c'est celui-là, hein, c'est précisément de faire en sorte que cette espèce de conflit programmé par le western et même par le récit, par la tragédie classique, si on veut, que ce récit programmé n'ait pas lieu. Hein, et donc, il va étouffer dans l'œuf petit à petit, et il fait un travail de vaudeville, on pourrait presque dire, colossal.
Hein, c'est à la fois le confident, le supérieur, le père, il est tout à la fois. Donc, alors, comme c'est chez Ford, tout a lieu, mais de façon discrète, rien n'est jamais souligné, mais il effectue quand même un travail colossal pour que ça n'ait pas lieu. Et pourquoi? Alors, non seulement parce qu'il veut préserver la communauté, mais comme il a envie, et il fait pas partie, vous savez, de ces héros qui considèrent que par pur narcissisme et mégalomanie, qu'après eux, c'est le déluge. Hein, cela dit, il n'y a pas qu'au cinéma que c'est comme ça. Mais voilà. Cette idée que j'ai fait quelque chose et une fois que je quitte cet endroit-là, ça ne peut pas exister hors de moi. Sans moi, c'est pas possible. Moi, donc, vaut mieux que ça se détruise. Il y a plein d'endroits, d'institutions, de revues. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais c'est connu ça. Bon. Dans le cas de Ford, dans le cas du personnage, on voit bien qu'il est extrêmement attentif au contraire, parce que c'est aussi un film sur la filiation, la passation. Qu'est-ce qu'on retient des vivants? Quelles leçons on retient des morts, hein? Comment on se passe le flambeau? Comment est-ce qu'on va faire de manière à ce que cette communauté-là, cette escouade puisse continuer sans moi? C'est pour ça que le grand héros fordien, c'est celui qui a le sens du sacrifice. Et chez Ford, le sacrificisme, c'est l'héroïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, et effectivement, on pourrait dire que le sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de façon un peu, on pourrait dire presque philosophique, le personnage de John Wayne, il a conscience qu'il doit, si lui disparaît, si lui quitte le camp, quitte le fort, et que le fort s'autodétruit, n'est pas capable de se tenir, de reformer une communauté, au fond, c'est qu'il aura tout raté. Donc, d'une certaine façon, le fait que sa mort ne change pas grand-chose, c'est le plus grand des sacrifices pour lui. Parce qu'à la fois, il a énormément compté, et en même temps, quelqu'un qui a beaucoup compté, dont on dit tu as beaucoup compté, mais si tu t'en vas, ça ne changera rien, c'est le plus grand des sacrifices, puisqu'il fait en sorte que son départ ne soit pas un événement. Et donc, le grand héros chez John Ford, c'est toujours ça. Il a fait un film, il s'appelle The Expendable, qui a été traduit en France par Les Sacrifiés, ce qui ne raconte que l'histoire de personnages qui n'arrivent à rien. De soldats qui subissent des défaites, des échecs, qui perdent, qui sont blessés, etc. Et ben, le héros fordien, c'est celui qui, après, on pourrait dire, avoir subi tout ça, avoir été blessé, attaqué, avoir perdu, avoir subi des échecs, des revers, etc., c'est celui qui, à la fin, tient quand même debout. Hein. Alors que il y a d'autres, on pourrait voir chez d'autres personnages, on a parfois parlé ici de King Vidor. Chez King Vidor, le héros, c'est celui qui accomplit pour lui-même et pour la communauté, mais d'abord pour lui-même, on en a parlé l'année dernière par exemple, quelque chose. Et donc plus l'homme accomplit en son nom, fait des choses en son nom, plus à la fin il est héros. Hein, l'héroïsme, c'est la somme de toutes les actions héroïques que j'ai accomplies pour moi et éventuellement pour la communauté. Chez Ford, pas du tout. C'est pour ça que c'est un héros très moderne, d'une certaine façon, le héros fordien, et que quand on le revoit aujourd'hui, 50, 60 ans plus tard, on se dit c'est extraordinaire. Parce qu'il a cette espèce de préscience-là. Cette idée finalement que le héros, c'est celui qui finalement accepte peu à peu de se délester de plein de choses. Et à la fin, il n'est plus rien, mais comme il n'est plus rien, il est devenu tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça très... quand je dis fordien, c'est que je connais pas, d'abord c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films, et je connais pas de film qui les formulait de façon, on pourrait dire, aussi systématique et élégante. Cette définition du héros fordien. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans La Charge héroïque, indépendamment de plein de choses, et du fait que je pense que c'est un des plus beaux films de Ford, évidemment, c'était aussi une façon de compléter cette espèce de définition du héros fordien dont je vous ai plusieurs fois parlé depuis le début, hein, de son rapport effectivement à la communauté ou autre. Le problème dans La Charge héroïque, c'est que se pose la question de la passation, de l'après, du passé et de l'avenir et des vivants et des morts. Ce qui n'était pas le cas des précédents héros fordiens dont je vous ai parlé. À part qu'elle était Verte ma vallée, qui était déjà un film qui était travaillé par cette idée-là. Là, on voit bien que le héros, il est confronté à un autre problème, qui est, au fond, le sacrifice de lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin, il doit apprendre à disparaître, mais disparaissant, il est très très grand, parce que sa disparition, finalement, ne produit pas une catastrophe. Et ça, c'est génial. Ça, c'est absolument héroïque. Ce qui fait qu'il y a aussi une autre facette de cet antagonisme-là, c'est que dans ce film-là, c'est la première fois qu'on a un Indien. Il y avait Cochise dans le massacre de Fort Apache, qui avait déjà un rôle important. C'est cet Indien avec lequel discutait John Wayne, avec lequel il voulait négocier, avec lequel il avait négocié, avant qu'Henry Fonda décide de le trahir, considérant que ça ne veut rien dire de donner sa parole à un Indien. Un Indien est un sauvage, un être primitif. Donc la parole donnée à un Indien, dans la tête de Fonda, n'avait aucun sens. On ne donne pas de parole à un Indien, on ne donne pas de parole à un animal. C'est ce que disait en substance Fonda. Alors que chez Ford, qui a toujours respecté aussi bien
et avec la voix là de Captain York et de John Wayne, aussi bien la cavalerie que les Indiens. C'est ça qu'il faut comprendre chez Ford. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il y a 3-4 ans, quand on parlait du cinéma américain des années 70, et notamment du Nouvel Hollywood et son traitement du western, on disait de façon un peu simplifiée, c'est pas faux, c'est vrai, enfin... Bon, disons qu'en regardant un peu de loin, on se disait, grosso modo, le western américain, il a été plutôt pro-cavalerie, pro-conquête de l'Ouest. Il a plutôt raconté d'abord l'histoire du point de vue des Blancs, hein, on pourrait dire. Et puis un jour, disons 69, Little Big Man, pour faire court, à partir de là, pendant 10-12 ans, il a re-raconté cette histoire, mais du point de vue des Indiens. Et donc on voyait bien, quand on fait une histoire du cinéma un peu sommaire ou un peu brutale comme ça, on se dit qu'on est toujours coincé entre deux camps. Ou bien on est du côté de la cavalerie, ou bien on est du côté des Indiens. Bon. Ce qui est vrai à 80%, 79%. Oui, non, mais il y a beaucoup, il y a la flèche brisée, on pourrait en citer comme ça des dizaines. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on se raconte un peu l'histoire, si vous voulez, du cinéma, en disant que c'est très compliqué d'être fordien. Et même Ford a subi ça pendant très très longtemps, parce qu'aujourd'hui on parle de Ford comme d'un classique que tout le monde aime, qu'on soit, je sais pas, progressiste, conservateur, de droite, de gauche, de positif, d'écaillé, Ford, tapis rouge. Il faut toujours avoir de la mémoire. Enfin, vous reprenez les critiques à l'égard de Ford dans les années 60-70, c'est autre chose que maintenant. Hein, c'est pas du tout ça. On constatait que c'était un type effectivement plutôt raciste, extrêmement conservateur. Enfin voilà, on déroulait le tapis des clichés sur Ford. Mais pourquoi? Parce que on avait beaucoup de mal à considérer ce qui était la modernité de Ford. Ça veut dire l'entre-deux, le gris, les deux. À l'époque, on était ou l'un ou l'autre. Bon, donc on était avec effectivement les Blancs, et puis un jour, on s'est mis à être avec les Indiens. Je ne reviens pas sur tout ça, les années 70, les minorités, on refait l'histoire, tout le bazar, très bien. Ce qui est génial avec Ford, c'est qu'on se rend compte que dès la fin des années 40, lui, il est déjà dans l'entre-deux. Il est et avec les Indiens, et avec la cavalerie. Il est avec les deux en même temps. Et ce film-là, d'ailleurs, le montre très très bien, puisqu'il nous dit finalement ce moment génial lorsqu'il va voir un poney qui marche, hein, et on a l'impression que c'est deux vieux potes de comptoir qui sont tous les deux. D'ailleurs, l'autre lui dit je suis chrétien pour lui faire plaisir, etc. Il lui a fait un cadeau. Bon. Et donc on voit bien que la langue commune qui parle, elle est bien plus forte que les catégories, le type de race, de territoire auquel ils ont pu appartenir. Et parce que qu'est-ce qui les relie à ce moment-là? Il y a deux choses. Un, on sent, même si on ne le voit pas, ça a été dans l'ellipse, que ça fait 30 ans qu'ils passent leur temps à se discuter, à s'offrir des calumets, voilà. Et qu'au bout d'un moment, ça crée des liens. Hein, c'est la fin de la fameuse phrase de la fin de la nuit du dragon, à force de combattre son ennemi, on finit par l'épouser. C'est un peu ça quand même, hein, la charge héroïque. On attend 10 ans, peut-être que c'est mariage pour tous entre Poney qui marche et John Wayne, quoi, si vous voulez. Donc l'idée, il y a quand même cette idée. Et l'autre truc qui les relie, c'est évidemment le temps. Ils ne cessent de parler de la vieillesse. On est des vieux. Et ça, c'est très fort. Et que les jeunes, la jeunesse à laquelle est confronté John Wayne et donc peut-être l'Amérique, à ce moment-là, le chef indien, il a exactement la même chose, avec des jeunes fougueux, le premier qui envoie la flèche lorsque John Wayne arrive, qui lui décide de la casser en deux, etc. Et l'autre lui explique, mais comme on pourrait presque dire comme deux patriarches qui vont être mis sur la touche, qui racontent leurs problèmes. En gros, on ne maîtrise plus les jeunes. Notre temps est passé, c'est fini. Notre problème, c'est qu'on est vieux. Donc le seul boulot qu'on a à la limite encore éventuellement à faire, c'est d'empêcher que la guerre advienne. Ce qui est très très beau d'ailleurs dans le film. Et donc, je reviens juste sur cette espèce de double position qu'à l'époque on ne comprend pas et qu'on mettra beaucoup de temps à comprendre. C'est que, et je pense que la charge héroïque le montre extrêmement bien, c'est qu'il est à la fois des deux côtés. Hein, mais ce n'est pas deux côtés totalement antagonistes, c'est parce qu'il reconnaît aussi bien, on pourrait dire chez les Indiens que chez certains membres de la cavalerie, des choses qui sont évidemment communes. Le respect, l'amitié, certaines valeurs morales, le rapport au temps, le rapport aux générations, l'affiliation, etc. Ces gens-là se posent les mêmes problèmes. Ce qui fait que si on réduit l'Indien à un problème de race, et le blanc a un problème de race, si on réduit l'un à des coutumes, uniquement des coutumes indiennes, et l'autre à une loi de la cavalerie, à des règles extrêmement strictes, c'est là qu'effectivement le bas blesse. Mais si Ford filmait à cette hauteur-là, et dans le massacre de Fort Apache, il montre bien que quelqu'un à cette hauteur-là, à la fin suicide, c'est Thursday. C'est Custer, parce qu'en fait, c'est quand même Custer. Mais comme Ford ne filme pas à cette hauteur-là, donc il faut jamais penser que parce qu'on voit des gens en uniforme, que Ford fait, on pourrait presque dire,
comment dire, je trouve plus le mot, mais l'éloge, hein, si vous voulez, de la cavalerie en soi. Pas du tout. On voit bien que il y a eu évidemment le de Fort Apache. Avant, il y aura les cavaliers, il y aura d'autres films qui sont très très critiques à l'égard du système hiérarchique. Les Cheyennes, par exemple, pour ceux qui ont vu les Cheyennes en 64, qui est un film terrible sur la façon dont le gouvernement américain et la hiérarchie peu à peu ont trahi la parole du gouvernement qui devait soi-disant réserver des terres aux Indiens, et en fait ça ne s'est pas fait. Donc Ford n'a jamais été dupe de ça du tout. De ce point de vue-là, il est à la fois totalement conservateur sur le respect, on pourrait dire, des valeurs, des places, la hiérarchie, ça compte, en même temps totalement progressiste du point de vue-là. Il les tient toujours les deux positions à la fois. Et donc quand on voit, enfin la modernité pour moi du héros fordien et des films fordiens, c'est ça, c'est qu'on est devant la charge héroïque, ça met totalement de côté les catégories blanc-indien. Le mal, le méchant, le danger, l'altérité, et jamais là où on croit. Ce qui fait qu'on peut avoir, il y a les mêmes types de brebis galeuses d'ailleurs. Il y a le marchand d'armes, par exemple, du côté de John Wayne. Il y a l'Indien qui lance une flèche ou d'autres de l'autre côté. En fait, en montrant de façon extrêmement symétrique, on pourrait dire les problèmes, les environnements, etc., Ford met un signe égal entre eux. Et ça, pour moi, ça c'est et je pense que la charge héroïque le montre admirablement bien. Je pense que c'est un des films on est en 48 et on est complètement au-delà déjà du côté de quel côté on est. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui aura beaucoup. On en reparlera peut-être le mois prochain avec American Sniper, etc. C'est que la modernité quand même de ce cinéma américain-là, c'est d'arriver à un moment où on n'est plus obligé de choisir intégralement son camp. On peut tenir les deux, me semble-t-il, les deux positions à la fois. Et d'ailleurs, il y a un détail, je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais parce que la question de Custer, d'abord, ça passionnait beaucoup Ford. Et c'était un grand lecteur, grand amateur de l'histoire américaine. On dirait qu'il en a lui-même écrit presque une partie de l'histoire des États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce qu'on a filmé des films de Ford. C'est comme ça. Et on en reparlera un peu en détail au moment de Liberty Valance à la fin du cycle, qui est le grand film théorique là-dessus. Hein, vous savez, cette question, prime de légende, est-ce qu'il faut dire la réalité ou la légende, et on voit bien que Ford, l'appareil, c'est ça le génie de Ford, c'est qu'il arrive à rendre, presque compatibles des choses qui nous semblent a priori contradictoires. Voilà. Je pense que la puissance de Ford, c'est ça. Quand le Prince de Légende, il nous dit, il faut imprimer la légende ou dire la vérité. C'est un piège théorique qu'il nous lance. Ou, pourquoi ou. Et peut-être que imprimer la légende, c'est plus efficace, finalement, pour la constitution du pays, pour la survie de la communauté. Peut-être que le mensonge est plus bénéfique que la vérité. C'est les questions qu'il nous pose. Hein. C'est que Ford, ça qui est bien avec lui, c'est que c'est pas du tout un cinéaste militant, c'est pas du tout un cinéaste didactique, voilà, il fait pas une thèse. Donc, à chaque fois, quand vous regardez les films de Ford, ça vous fait réfléchir. Il expose un dispositif. Toujours. On en parlera au moment de Liberty Valance, il vous dit, voilà, à vous de juger, voilà ce qui se passe, à quoi ça sert. Et ça, j'aime beaucoup. Et cette espèce de modernité-là, elle est importante dans la façon dont il utilise l'héritage de Custer. Parce que quand il fait le film, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand il fait le film, il a des sources évidemment, il va chercher un scénariste, il y en a deux, mais Frank Nugent, qui est un scénariste très connu, qui a beaucoup travaillé avec John Ford, qui est un ancien critique pour le New York Times, qui débarque à la Fox, Zanuck va le chercher en 40, il lui dit tiens, ce serait bien que tu bosses avec John Ford, et il va pendant 6-7 ans, ce type-là va errer sur les plateaux, et notamment sur le plateau de Dieu est mort de Ford, et il ne sait pas trop comment vraiment quoi lui proposer, etc. Et c'est un jour qu'il a l'idée, on est au milieu des années 40, il a l'idée de lui dire mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas, vous, un film, ce qui n'était pas le cas de la chevauchée fantastique, attention, western n'égale pas cavalerie. Hein. À l'époque, Ford n'a pas fait de film sur la cavalerie. Hein, en 47, il a fait des films, des westerns, mais pas sur la cavalerie. Il dit mais pourquoi vous ne feriez pas un film sur la vie véritablement de la cavalerie? La cavalerie, c'est toujours dans un western ce qui arrive à la fin, la trompette, la situation est totalement désespérée, les chariots, les Indiens, il y a des morts partout, et on entend le clairon, voilà, ils arrivent, ils entourent, hop, fin. C'est comme ça qu'on utilise la cavalerie dans les westerns classiques, et c'était vrai. Et Ford a été un des premiers à filmer, on pourrait presque dire, tout ce que les westerns mettaient généralement de côté. Bon, on va aller voir ces gens qui à la fin arrivent toujours tout fiers, en bleu, avec leur clairon, sauvant tout le monde. Et donc on va aller filmer la vie ordinaire, mais vraiment la vie ordinaire, ce que c'est que voilà, s'habiller, se déplacer, l'autre qui planque le whisky,
c'est des choses très ordinaires, c'est des petits détails typiques du cinéma de Ford. Et donc, Ford est séduit par ça, et donc il va avec Nugent, ils vont adapter un roman qui s'appelle Massacre, qui est un roman terrible, qu'ils vont complètement transformer, qui est cité au générique là, de James Warner Bella, qui a écrit un roman qui s'appelle Massacre, totalement raciste, enfin un truc terrible. Et Ford et Nugent vont considérablement l'amender pour pouvoir faire, on pourrait presque dire, cette trilogie-là. Esthétiquement, vous savez, il y a 2 influences. Ford est quelqu'un qui compulsait beaucoup de documents, aussi bien historiques que visuels. Et le chef-op, Winton Hawk, là, du film, a obtenu l'Oscar de la meilleure photographie à l'époque. Donc il donnait comme ça à ses techniciens, hop, je vous donne des documents, des photos, machin. Et donc là, il leur avait donné à la fois Remington, les photos de Remington, et les tableaux de Charles Russell, qui avait beaucoup dessiné de tribus indiennes, etc. Donc visuellement, c'était les 2 matrices, on pourrait dire, de Ford. Et puis, il y a Custer. Parce que le détail, oui, dont je voulais vous parler, c'est au moment de la mort du soldat Smith. Vous avez vu ce moment où il l'enterre, le Captain Tyree, là, que joue Ben Johnson. Vous avez peut-être reconnu Ben Johnson. Si, Ben Johnson, Captain Tyree, le type formidable qu'on voit dans le Convoi des Braves, un des acteurs fordiens par excellence. Bon, Ben Johnson. Et donc, on les voit à un moment donné enterrer ce soldat. Bon. Mais, ce qui est compliqué aujourd'hui, évidemment, c'est que quand on revoit ce film-là, alors peut-être même déjà en 1948, mais il y a beaucoup de références ou d'évocations implicites de l'histoire de l'Amérique, et notamment des 2 moments qui se sont, enfin pas chevauchés, si chevauchés, qui sont d'un côté la guerre de sécession, et de l'autre, évidemment, les guerres indiennes, avec Custer au milieu. Custer au milieu, qui est une date évidemment extrêmement importante, bon, capitale. Il faut rappeler que avant que John Wayne donne sa version de Custer, il y avait un cinéaste qui s'appelle Raoul Walsh, vous connaissez sans doute, qui avait réalisé un film qui s'appelle La Charge Fantastique, They Died With Their Boots On, c'est-à-dire qu'ils sont morts avec leurs bottes, à leurs pieds, qui est un film formidable, mais Walsh a un peu devancé Ford et a dressé de Custer un espèce de portrait extraordinairement favorable et positif. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que Custer était un type un peu fou furieux, plutôt méprisable, qui a encore une fois envoyé ses hommes au suicide. Et que la légende en a fait un héros pour les petits écoliers. C'est ce que dit Wayne à la fin d'ailleurs de Massacre de Fort Apache. Mais la réalité, la vérité historique de Custer, il faudra attendre des années, le côté ridicule du personnage, un peu fou, narcissique. Il faudra attendre Little Big Man. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bataille de Little Bighorn, mise en scène par Arthur Penn, cette espèce de Custer fou furieux, un peu blondinet, mal dans sa peau avec son sabre d'un autre âge, etc. Custer était sans doute plus proche de la version d'Arthur Penn que de Raoul Walsh. Et Ford était quand même énervé parce que lui avait un rapport, c'est-à-dire qu'à la fois il adorait la cavalerie Ford, mais il détestait Custer, quoi. Et parce que ça, il l'avait déjà montré. Il le savait, c'est comme ça qu'il voulait le montrer. Et donc, quand il va faire le massacre de Fort Apache, le colonel Thursday, joué par Henry Fonda, il s'appelle Thursday, mais en fait, tout le monde sait que c'est Custer à l'époque, évidemment. Alors que là, bizarrement, il cite Custer, mais le film précédent est sans doute beaucoup plus proche de la vérité historique. Et donc, le film s'ouvre avec ça. Custer est mort. Voilà, bon, très important. Et là, c'est toute l'histoire de la guerre de sécession qui revient. Et donc, le moment de l'enterrement, il est capital. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle aussi quelque chose qui nous permet d'avoir qui nous permet de comprendre une des raisons pour laquelle Ford aimait autant la cavalerie. Vous avez vu que lors de cet enterrement, d'abord il y a 2 informations. La première, c'est qu'on apprend, alors que le type est en train d'agoniser, qu'il a été chef général à un autre moment. Ce moment, c'était évidemment, il était avec les sudistes. Donc on comprend qu'il a bossé, qu'il était dans l'armée du général Grant, Ulysse Grant, celui qui était l'homme, Lee, voilà. Et on comprend qu'il était avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui, au moment de la guerre de sécession, a un épisode qui à ce moment-là, en 1876, est passé depuis déjà quelques années, ça a été un grand homme, un chef, etc. Et là, à cause de la défaite du Sud, il s'est retrouvé rétrogradé, et on comprend qu'une des forces, un des intérêts et un des rôles, une des fonctions même de l'armée américaine, de la cavalerie américaine, ça a été à cette époque-là, après la guerre des sécessions, qui est quand même la première grande fracture intra-américaine, la cavalerie, elle a permis de ressouder les liens à l'intérieur d'une Amérique qui à ce moment-là était totalement coupée en 2.
Et ce que filme à ce moment-là Ford, c'est ça. Il dit, la cavalerie, s'il n'y avait pas eu la cavalerie, eh ben, on n'aurait pas pu retisser du lien, ce qui fait que aujourd'hui, eh ben, y a dans mon bataillon des soldats qui ont été du côté des sudistes et d'autres qui étaient du côté des nordistes. C'est-à-dire que des gens qui se faisaient la guerre quelques années auparavant. Eh ben, la cavalerie, ça a été l'écrin, ça a été le lieu, hein, entre autres, qui a permis à ces gens à la fois de se retrouver, hein, de penser leur plaie et de combattre pour quelque chose. Ce qui fait d'ailleurs que, alors d'abord c'est une idée que je trouve extrêmement belle, qui est une idée un peu sous-jacente évidemment, qui renvoie à plein de choses sur la guerre de sécession, mais c'est ce que nous montre Ford à ce moment-là. Et d'ailleurs le comportement de John Wayne à ce moment-là, qui vient voir un soldat. Pourquoi il vient voir un soldat à ce moment-là, John Wayne? Il ne vient pas voir un soldat, il vient voir un homme dont il sait que quelques années auparavant il a combattu, mais que c'était un gradé dans l'autre camp. Donc cette marque de respect très subtile toujours chez Ford, elle est là. Hein, sinon, oui, Ford ne va pas aller voir tous les soldats. Non, il va voir ce type-là, les soldats, mais c'est au nom aussi de ce qu'il a été auparavant et pour lequel John Wayne a beaucoup de respect. Il a perdu, mais respect aux vaincus. Maintenant, il est avec nous. C'est au nom de ça qu'il va le voir. Et d'ailleurs, lorsque au moment de l'enterrement, vous avez vu la femme qui en coud quelque chose, hein, cette espèce de petit tissu, et puis finalement on va découvrir qu'on lui pose sur le cercueil une espèce de petit drapeau noir, hein, qui est le drapeau des rebelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, John Wayne accepte au moment où ce personnage, alors que la guerre de sécession est finie, que les sudistes ont perdu, hein, qui a été un haut gradé, il accepte à ce moment-là, malgré tout, hein, qu'on lui mette finalement le drapeau, on pourrait dire, des sudistes, hein, parce que c'est aussi ça qu'il a été. Ce qui fait qu'il n'y a jamais, c'est ça qui est très très beau, c'est que la cavalerie, elle permet à la fois de regrouper différentes ethnies. Ça c'est un truc typique chez Ford, les Irlandais, là il y a des Allemands, il y a des Français, voilà, il y a aussi cette idée que ben, le creuset américain dont on parle depuis longtemps et depuis le début, c'est quoi l'Amérique? Ben, Ford, c'est pas l'unique moyen, mais Ford a trouvé dans la cavalerie, on pourrait presque dire un laboratoire formidable, on pourrait dire d'une sorte de machine de communauté humaine à fabriquer de la communauté américaine. C'est ça qui lui l'intéresse. Ce n'est pas la cavalerie pour elle-même, ce n'est pas la paperasse. Encore une fois, cette séquence où le dit bon, écris ton truc, etc. Tout le monde s'en moque complètement. On voit bien à la fois l'ironie, l'humour, le dédain avec lequel il traite ce que d'autres auraient pris très très au sérieux, hein, les règles, la hiérarchie, etc., etc. Là, pas du tout, c'est pas du tout ce qui intéresse Ford. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est ce que tout ça a permis. Et je pense que, à mon avis, c'est aussi une des beautés du film, de façon très, on pourrait dire très discrète malgré tout, c'est qu'il fait aussi le point sur l'état du peuple américain qui sort d'une secousse absolument colossale qui est la guerre de sécession. Et on sent dans le film que cette secousse-là, en fait, elle préoccupe beaucoup plus, au fond, John Wayne, hein, qu'elle est beaucoup plus encore dans les esprits que la question des Indiens qui sont en train de se regrouper suite à la mort de Custer, hein, qui va être le moment où ils croient effectivement qu'il y a peut-être un retour possible, ils vont s'unir, et c'est la fameuse colonne que John Wayne va tenter de briser, et il n'y arrivera pas parce qu'il faut sauvegarder les deux femmes qui doivent retrouver leur diligence. Et d'ailleurs, vous avez vu comment à la fin, le récit est très très beau là-dessus, hein, John Wayne est en retard systématiquement sur tous les trucs. Ouais, il n'est jamais à l'heure, donc évidemment, enfin... Il suffit de voir le film, on voit bien de quoi il s'agit. C'est que d'un seul coup, c'est un homme qui, avec cette espèce de petit calendrier dont il coche les différentes cases, c'est un homme qui, au fur et à mesure, perd pied, hein, avec le présent, hein, ce qui est de moins en moins de son temps. Alors, bon, dans un film, on ne va pas dire flèche ou carton, homme de moins en moins de son temps. Bon. Donc, Ford, il trouve toujours des solutions, hein, très belles d'ailleurs, et même visuelles, scénaristiques, pour nous signifier ça en permanence. Et cette idée, finalement, que tout le récit est mis à ce moment-là, hein, on pourrait dire dans les 45 dernières minutes, ou même la dernière heure, au profit d'un homme qui, peu à peu, perd pied avec son époque. Donc, il n'est jamais à l'heure. Il n'est jamais là quand il faut, etc. Il voudrait bien, et personne ne lui en veut vraiment. Et au fond, il ne faute pas, parce qu'il veut préserver la vie de ses deux femmes, etc., etc. Bien sûr. Mais au fond, il est toujours en retard. Ce qui fait que, pour les gens qui vont voir un film qui s'appelle La Charge héroïque, western, John Wayne, indien, vous voyez, on peut faire une bande-annonce extrêmement mensongère de ce film-là. On se dit, voilà, ça va être vraiment, on connaît 1000 films, et pas du tout. Le film, enfin, si on attend ça, ou alors si on comprend que ça du film, bon, est extrêmement déceptif. Hein, c'est un film qui passe son temps à contourner, on pourrait dire, les grandes séquences du genre qu'on attend. La bataille avec les Indiens, elle n'a pas lieu, les chevaux s'en vont, le massacre de la diligence,
bah, il a lieu, on arrive, c'est trop tard, on n'a plus qu'à récupérer les orphelins. Le duel entre les deux lieutenants, il n'aura pas lieu. Ils vont se dire, bah, bon, bonne chance mon gars, voilà. Et, et à la fin, on est vraiment, on pourrait presque dire, sur une façon de dévitaliser, de façon presque déceptive, d'éviter toutes les grandes figures du genre, hein, comme si Ford faisait le ménage, en nous disant, ouais, mais ce qui compte, c'est ce personnage, qui a rendez-vous maintenant avec sa propre temporalité. Il est en train de vieillir, il va franchir la porte, et voilà. Il rentre dans une forme de mort symbolique, il rentre dans un autre territoire. Et c'est dans le territoire de la mélancolie qui va être celui de Ford au fur et à mesure des années qui vont venir maintenant, parce que ça va être un sujet qui va l'obséder au fur et à mesure, hein, des années qui vont suivre, jusqu'à, disons, chez Autumn. Hein, on aurait pu le passer ici, bien sûr, on n'a pas tout passé malheureusement, qui est un film magnifique. Je voulais aussi vous dire un mot quand même sur cette question des Indiens. Enfin, c'est un micro-chose, vous savez peut-être déjà, mais c'est bien de le rappeler. C'est que au moment où le débat existait sur la position de Ford à l'égard des Indiens, bon, sur tarte à la crème, etc. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en 1950, donc juste après la sortie de la charge héroïque et après le massacre de Fort Apache, les Indiens ont choisi de faire de John Ford un membre de leur communauté. C'est en 50, c'est juste après la charge héroïque que le peuple indien, c'est les Navarros, si je ne dis pas de bêtises, ont accepté Ford comme membre de leur communauté. Et d'ailleurs, ils ont nommé, d'ailleurs, quand vous allez encore une fois à Monument de Vallée aujourd'hui, il y a plusieurs endroits comme ça qui sont dédiés à Ford. Il y a un endroit qui s'appelle le John Ford Point, hein, qui est l'endroit qu'ont donné les Indiens à John Ford. Et ils l'avaient rebaptisé, parce que John Ford, en langue Navarro, c'est Sioux Navarro, je crois que c'est Navarro. C'est pas John Ford, mais il s'appelait Nathaninez, c'était son nom indien. Il l'avait donc totalement reconnu. Et donc c'est intéressant de voir que les Indiens, eux, quasiment en temps réel, le peuple indien en temps réel, voyaient déjà quelque chose chez Ford que la plupart des autres ne voyaient pas. Hein, ils ont dit non, mais ce type-là, absolument, c'est-à-dire qu'il nous comprend, il est de notre côté. Alors n'oublions jamais, quand on refait l'histoire, qu'il faut penser comme en 48. Hein, le problème de l'histoire rétrospective, c'est qu'aujourd'hui, on sait partout où est le bien et le mal. C'est ça qui est génial, pas a priori. À l'époque, bon. Et donc, il faut quand même garder cette idée-là, si vous voulez. Bon, à vous maintenant de... Ouais, ce qui m'a le plus gêné, c'est le... Enfin, ça m'a gêné, c'est ce qui m'a gêné, mais sinon, j'ai quand même apprécié le film. Mais c'est le scénario en vague. Plein de fois, je me suis dit, ah, ça y est, c'est la fin, ou ah là, ce serait joli que ça finisse maintenant, et tout. Et puis, en fait, c'est reparti. Alors, je me dis, bon... Enfin, et puis... Enfin, je suis sûr que ça justifie, mais des fois, je me dis, bon, là ça aurait pu finir, ça me suffisait. Et à la fin mais aussi, je comprends. Si je peux en profiter pour rajouter ça, j'ai pas compris, en fait, pourquoi il va le voir, enfin, c'est juste un point de scénario, mais pourquoi il va voir son pote indien pour lui dire, bon, bah, c'est cool, on est copains, on fait pas la guerre. Il s'en va 5 minutes, et après, ils repartent exploser son village. J'ai pas compris ça. Ah oui, bah, bon. Non, mais... Enfin... Alors, il va voir son pote indien, enfin le chevalier, parce que lui, il tente juste de le convaincre, en fait, c'est presque une dernière fois, de ne pas faire la guerre. C'est ça, c'est-à-dire que il le dit, il le dit même, et c'est même l'échange qu'il a avec l'Indien. À quoi on sert nous aujourd'hui? Disons que si on peut encore servir à quelque chose, c'est de tenter de convaincre, en gros, la génération d'après, les jeunes de ne pas faire la guerre. Voilà, ça c'est un peu son but. Donc, tu dis oui, bien sûr, bon, voilà. Mais ils perdent. Et donc la guerre a lieu. Et donc John Wayne doit, lui, trouver une nouvelle solution pour contourner cette guerre qui aura lieu. Il y va, il tente de faire en sorte que la guerre n'ait pas lieu. L'autre, il est plus écouté. C'est presque une sorte de statue, une vieille relique dans un coin près d'un tipi. C'est fini, tout le monde s'en fout. Bon. Donc il n'a plus le pouvoir. Et c'est ce que constate John Wayne. Ce qui sent lui arriver, ce qu'il constate chez ce chef indien. Il voit que la guerre a lieu, donc il trouve à ce moment-là, donc c'est une réponse à ça, il trouve à ce moment-là un nouveau moyen d'éviter, et c'est aussi là que le personnage de John Wayne a quand même en tête le souvenir de ce qui s'est passé à la fin du massacre de Fort Apache, hein, et aussi le fait qu'il a peur pour les jeunes. Après, on pourrait dire, si on était critique, on pourrait dire, oui mais quand même, c'est pas un film qui fait très confiance à la génération qui monte. En fait, voilà. Je pense que la vraie critique qu'on peut formuler à l'égard de
de la charge héroïque, mais c'est pas une critique, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on sent que Ford, il aimerait beaucoup, la difficulté qu'a Nathan Brittles à passer la main, hein, quand il leur dit oui, ça va aller, ça va être formidable, je vous fais confiance, mais on sent quand même que ça va être dur. Parce que le problème, c'est que les deux lieutenants, en fait, dans le film, ils n'ont pas le temps d'arriver à maturation. En fait, le reproche qu'on pourrait faire à la charge héroïque, c'est de se dire qu'ils ne laissent pas à ces deux lieutenants-là, ou à l'un des deux en tout cas, le temps nécessaire pour qu'à la fin, nous, en tant que spectateurs, on se dise « Ok, maintenant, il est comme John Wayne dans Massacre de Fort Apache, il est à l'aube du héros qu'il doit être. » Non, honnêtement, non. C'est-à-dire que quand John Wayne s'en va, il laisse deux gamins derrière lui. Or, le récit n'a pas fabriqué la chance que ces gamins deviennent, grâce à John Wayne, des héros. En tout cas, des débuts de héros, des pousses de héros. Ça, c'est une vraie objection qu'on peut faire au film. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que Ford le ressent vraiment comme ça. Comme il est, à 54 ans, ouais, il dit ouais, on verra. Non, c'est pas ça. C'est que le but, c'est que John Wayne, qui doit passer la main à la fin, il doit confier plutôt ses troupes à quelqu'un d'autre, ses troupes à lui. Donc c'est sa famille, hein. C'est sa famille. Il doit les confier à quelqu'un d'autre. Donc on peut considérer qu'à la fin du film, il a lui aussi, alors il a évité, il a permis plein de choses, etc., mais qu'il a lui aussi permis, on pourrait dire dans une bonne dans une filiation bien accomplie, dans une passation réussie. La passation bien réussie, c'est pas uniquement je te donne les clés de ma maison, c'est que je t'explique comment elle marche et je fais en sorte que tu puisses, on pourrait dire, la faire tenir et la gérer. C'est ça, si le personnage de John Ford, enfin de John Wayne, si Ford avait été aussi confiant que ça dans la jeune génération à prendre la relève de Nathan Brittles et donc la sienne, il n'aurait pas filmé exactement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que Ford, et ça, c'est comme ça, on est au-delà du jugement, mais je pense que Ford ne croit qu'à moitié, ou en tout cas est sceptique, est dubitatif sur la génération qui arrive et sa capacité à faire ce qu'a fait Nathan Brittles quand lui avait leur âge. Voilà, je pense que c'est exactement, et ça, enfin c'est pas une objection, mais la Ford, le bambou, vous voyez ce que je veux dire, il plie quand même d'un côté. Et voilà, après ça c'est le point de vue de Ford, etc. Et je dis ça parce que on voit bien qu'il y a deux choses, il y a le personnage et il y a John Ford. Que le personnage ne fasse pas ce travail, pourquoi pas, mais que John Ford, lui en tant que cinéaste, à la limite, ne le fasse pas à la place du personnage, là, il y a un problème. C'est là que le truc est vachement, enfin, me semble-t-il, est intéressant. C'est que John Ford il dit, ok, moi je suis avec John Wayne, pas de problème. Bah pas vraiment, parce qu'elle elle règle un problème. Elle règle un problème qui est, elle est. En fait, ce qui est assez drôle avec cette femme, c'est qu'elle est presque on pourrait dire elle est balancée entre ces deux hommes, hein, évidemment. Mais au fond, c'est grâce à John Wayne qu'elle va pouvoir pas choisir, parce qu'en fond, elle a déjà choisi, qu'elle va faire que celui qui n'est pas choisi accepte qu'il ne le soit pas. En fait, c'est ça. Donc, mais on ne pourrait pas se dire qu'elle joue à côté. En tout cas, le rôle qu'elle a auprès de la cavalerie, tout ça, est évidemment pas du tout le même. Même si, attention, chez Ford, les femmes sont absolument capitales. Hein, là, par exemple, le récit, il est organisé par les femmes. Le conflit amoureux, la fameuse mission qu'on va faire et qu'on va rater parce qu'il faut les protéger, c'est à cause d'elle. La femme chez Ford, c'est même la seule qui peut se permettre de tenser un colonel, un général, etc., indépendamment des règles. Hein, elle mène les hommes à la baguette. Il y a combien de fois chez Ford des femmes qui sont les seules à pouvoir totalement briser les règles hiérarchiques, etc. Ça, c'est un truc vraiment... Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je ne dis pas que c'est un bémol, mais on voit quand même que Ford est, à mon avis, et je pense que c'est aussi, n'oublions pas, on est quand même à un moment du macartisme, on est à un moment où l'Amérique va rentrer dans une période quand même de plus en plus sombre, c'est la guerre froide, etc. Bon, je pense que Ford est inquiet. Et alors, à la fois il est inquiet, et en même temps, sans vouloir être et en même temps, il ne se leurre pas sur le fait que son Amérique à lui, tel qu'il l'a montré, la cavalerie, le groupe, la solidarité, les balles, les beuveries, etc., c'est aussi un peu idéalisé. C'est pour ça que la photo, là en Technicolor,
elle est un peu magicien d'Oz. Ça, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un film, oui, pardon. C'est pas un film réaliste. Hein. Ford a aussi conscience, mais ça c'est comme tous les grands cinéastes. Je vous avais déjà dit à l'époque de cette phrase de Cimino, le dragon, faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie, c'est inventer un, c'est faire des, c'est quelle la phrase précise? Voilà, inventer une nostalgie pour un monde qui n'a jamais existé. Voilà. Je pense qu'il y a de ça chez Ford, et je pense que si on devait, dans notre cycle, le côté fordien, pas fordien, on n'est pas là pour donner des passeports à la fin en disant c'est bon, toi t'es fordien, toi tu l'es pas. Hein, je pense que si dans notre cycle, un des points vraiment fordiens, c'est que cette phrase-là, en fait, elle s'applique. C'est-à-dire que le héros, le cinéaste fordien entend cette phrase-là. Voilà. Et je pense que là déjà, Ford l'entend lui-même d'ailleurs. Hein. Quand on voit ça, je veux dire, on est quand même, par moments, on est du côté de la vignette, de la vision extrêmement idéalisée, du coucher de soleil, le clairon, enfin, on est... voilà, je pense que... Et en même temps, il y a des moments très très réalistes dans le film, bien sûr, mais je pense qu'il y a... On est par moments pas loin du conte de fées, même si le Technicolor produit une espèce d'idéalisation un peu presque hors sol, un peu artificielle. Le Technicolor, c'est artificiel. C'est pour ça que beaucoup de cinéastes ne l'aimaient pas, parce qu'ils trouvaient... Oui, c'est vrai. Alors c'est bien que vous parliez de ça parce que, en fait, il y a quelque chose qui est que le style de Ford, il a l'air a priori invisible. Et il l'est évidemment pas du tout, mais il a l'air invisible. On se dit pas oh, quel plan. Alors on peut se dire quel plan parce que le décor est génial. On voit, je sais pas, West Point Butte, on voit des moments de Monument de Vallée. On se dit, d'ailleurs, on confond, mais on dit quel plan à la place de quel paysage. Bon, mais c'est pas la même chose. Ce qui est génial avec Ford, c'est que beaucoup de cinéastes disaient, d'ailleurs je crois que c'est Howard Hawks le premier qui disait, le problème c'est que très souvent, moi quand je ne sais pas comment filmer une situation, un événement ou autre, je fais comme John Ford. Et ça voulait dire quoi dans sa bouche? Ça voulait dire quand on ne sait pas quoi faire, on fait du plan large. Voilà. Alors, là, quand vous regardez aujourd'hui, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du gros plan. C'est une catastrophe. Ford, lui, il avait compris que quand on ne sait pas quoi faire, alors ça peut permettre des moments géniaux, le fameux plan de Karate Verte, ma vallée qu'on commentait l'autre jour, hein, le mariage, vous vous souvenez de cette femme et le pasteur au loin en plan large, et la douleur en plan large. Il n'y a que chez Ford qu'on voit des choses pareilles. Oser ne pas aller chercher le gros plan de l'homme qui pleure ou qui est courbé et oser faire tenir un moment dramatique uniquement dans la profondeur de champ et en plan large, c'est extrêmement audacieux. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que, effectivement, vous avez raison sur Monument de Vallée, mais même sur le rapport de deux choses. Le rapport de chez Ford des personnages à l'espace. Vous dites c'est à hauteur d'homme, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que ce qui est beau chez lui, par exemple, il y a très peu de champ contre champ chez Ford. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant, parce que le champ contre champ, c'est la grande figure classique de personnages qui se parlent, et un plan de l'autre, et un plan de l'autre, et amorce, etc. Il y en a très peu chez lui. Hein, ce qui rend déjà aussi moderne ces films, c'est qu'il y a peu de champ contre champ. Une figure d'ailleurs qui sera plutôt de moins en moins utilisée, mais quand même, il y en a très très peu. Et par contre, il y a quelque chose qui fait très souvent, lui, c'est qu'il y en a deux. La première, c'est que plutôt que d'opposer en champ contre champ ou en montage alterné deux personnages, deux actions différentes, etc., il va les filmer ensemble. Grand plan chez Ford, là, le chariot de la caravane, avec au-dessus l'Indien. Fin de la dernière fanfare, à la fois Spencer Tracy qui s'en va tout seul, et des jeunes de l'autre côté qui marchent en sens inverse et totalement joyeux. Dans le même plan, la victoire et la défaite. Dans le même plan, les vieux et les jeunes. Dans le même temps, le plan, l'avenir et le passé. Et la puissance chez Ford, c'est que n'importe quel cinéaste opposerait ces choses-là. Qui dirait, ouais, c'est vachement pratique, c'est super dialectique. Un plan les vieux, un plan les jeunes. Un plan l'avenir, un plan le passé. Un plan les riches, etc. Chez Ford, il noue tout ça. Dans le même plan, il y a les deux. Parce que chez Ford, qui est un grand cinéaste du temps, hein, il sait que l'un est toujours le devenir de l'autre. Et que le montage, ça, vous savez bien que ça oppose, ça dialectise de force, de puissance, de personnages, etc. Et Ford, lui, qui est toujours dans la continuité, lui toujours, oui, mais ce vieux, le John Wayne du Massacre de Fort Apache, c'est pas le John Wayne du Massacre de Fort Apache, cut, et puis Nathan Brittles, non, c'est les mêmes dans le plan, l'un va devenir l'autre. Et ça, cette espèce de conversation entre les contraires, c'est un des trucs les plus beaux chez Ford, et c'est aussi ce qui informe sa mise en scène. Et l'autre chose par rapport à cette question des espaces qui est, je trouve très très belle, c'est qu'il y a peu de gros plans chez Ford.
Là, dans le film, vous pouvez en compter, il y en a 3-4, pas plus, à des moments toujours extrêmement précis. Et il y a quelque chose qui fait très très souvent, c'est que à chaque fois qu'il utilise un gros plan, ou très souvent, et ça c'est le côté à hauteur d'homme dont vous parlez, on pourrait dire, il enchaîne tout de suite par un plan large dans lequel l'homme n'est plus qu'une figurine, une silhouette perdue dans un paysage. Ça, c'est une figure typique de Ford. Parce qu'il sait qu'un gros plan, le à hauteur d'homme dont vous parlez, il ne faut jamais oublier que la hauteur d'homme, c'est aussi poussière. C'est rien du tout. Et que cet espace-là, qui est du côté du mythe, du sacré, de l'éternel, au fond, je veux dire, quand les hommes disparaîtront, Monument de Vallée restera. Et ça, c'est la dimension métaphysique, ouais. La dimension métaphysique très très belle chez Ford, c'est qu'il est à la fois à hauteur d'homme, vous avez raison, et même trait d'homme, hein, dans le sens où, voilà, une beuverie, des petits duels amoureux, des petites choses, je mets mes bretelles, donc c'est au sens presque du détail, hein, de l'ordinaire, presque côté trivial des activités humaines, et en même temps, dans la foulée, tout de suite, il recale ça, on pourrait dire, à un niveau temporel, métaphysique absolument magnifique, et ça, c'est le plan, et c'est pour ça que Monument de Vallée et aussi un décor si important. Alors, c'est très très beau bien sûr, mais ça ne cesse de ramener tout ce qui se passe à l'intérieur du récit des films qui se passent dans Monument de Vallée, finalement à pas grand chose. Hein, donc à la fois l'homme, comme toujours chez Ford, hein, c'est-à-dire qu'à la fois l'homme c'est tout et en même temps c'est de la poussière. D'ailleurs la chose qu'on voit le plus dans la charge héroïque c'est la poussière. Je connais pas de film qui filme aussi bien la poussière que ça. En fin de course c'est un film sur la poussière quoi. Ah ouais. Ah bah oui, là on est en 1,66. Hein. Ouais. Ah, du scope. Ah bah non. Ça c'est oui. Ah non. Oui, bah après on est passé au scope et puis après vous avez peut-être vu plus des westerns de Sergio Leone, non? Ouais. Ah bien sûr, ah non, bien sûr, non, absolument, ouais. Ouais, les westerns étaient tournés en 1,33 et en 66, format quasi carré, quoi, si vous voulez. Hein. C'était très commun, mais vous savez, l'ampleur de l'image n'est pas liée à la taille du cadre. Hein, il y a beaucoup de films en scope qui ont l'air tout petits. Hein. Ouais. Oui, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite en introduction et qui me semble ô combien vrai après avoir vu le film, c'est que ce film serait un film charnière dans la carrière de John Ford et en particulier dans l'évolution des personnages interprétés par John Wayne. Effectivement, comme vous l'aviez dit, jusqu'à ce film-là, John Wayne était un personnage jeune et à la fin, il s'ouvrait vers l'avenir. Là, on a un personnage qui s'interroge, qui tourne la page en quelque sorte. Et on aura un peu plus tard, avec La prisonnière du désert et Liberty Valance, un personnage qui a tourné la page et qui revient sur son passé en disant quand même on a été là au moment charnière. Et ce que je voulais vous demander à la suite de ça, c'est si vous pensez que John Ford était conscient de cette évolution des personnages quand il concevait ses films. Alors, je n'en ai jamais parlé, mais à titre personnel, j'en suis archi convaincu de ça. C'est-à-dire que, d'abord parce que John Ford, vous savez, c'est toujours l'éternelle légende de l'homme qui avait l'air comme ça un peu bourru, qui donnait des ordres un peu liminaires, qui soi-disant ne lisait pas, etc. En fait, qui maîtrisait, qui avait notamment une connaissance technique formidable. Et beaucoup de chefs-op disaient, de toute façon, Ford nous fait éclairer, mais il pourrait le faire 10 fois mieux que nous. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui avait une hyper conscience de tout ça. Mais comme tous ces grands cinéastes américains, dont la vie n'a pas été que d'être dans des écoles de cinéma ou de voir des films, c'est aussi une autre génération de cinéastes. Hein. C'est des gens qui ont été avant de faire des films. Voilà. Aujourd'hui, on a, depuis déjà 30 ans, 40 ans, les gens qui font des films, leur vie, ils ont fait que des films. Voilà. Bon. Ce qui pose parfois un problème. Hein. Ford, non, il a été tout ce qu'on veut, il a fait la guerre, il a perdu un œil, etc. Puis un jour, il s'est mis à faire des films. Moi, je dis ça parce que c'est aussi, il y a aussi dans cette génération de grands cinéastes, pas que américains bien sûr, hein, de grands cinéastes hollywoodiens, quelque chose évidemment de définitivement perdu. C'est que ce sont des gens qui ne sont pas nés en même temps qu'ils sont nés au cinéma. Voilà. Et que ce soit Walsh, Hawks, on parlait de Vidor, Wellman, Ford, tous ces gens-là. Il y a quelques, alors on n'a pas le temps là d'en parler, mais je pense que l'œil est intelligent et il y a quelque chose il y a une puissance évidemment qui vient de là, qui est même pas liée au cadre, etc. Il y a voilà, disons que ça pense d'un peu plus loin. Voilà. Bon, alors après, est-ce que vous me dites, est-ce que c'était conscient? J'en suis archi convaincu. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on parle du cinéma de Ford, et quand maintenant on a tous les films, on peut les revoir et faire des liens, etc. Ce qui est fascinant chez lui, ce sont les échos, ce sont les motifs.
Hein, c'est la façon dont il reprend de façon extrêmement délibérée et volontaire des motifs qu'il va approfondir, qu'il va préciser, etc. L'idée de John Wayne qui, à la fin d'un film, se trouve partant, franchissant une porte, franchissant un portail, etc. Bon, on voit bien que tout ça va conduire à un moment vers le fameux dernier plan de Searchers. Mais ce plan-là, il le prépare depuis des lustres. Même la charge héroïque, vous voyez, on est 7 ans avant la première du désert. Quand vous voyez la charge héroïque, on est déjà là dans cette configuration-là. Vous avez vu où se trouve la caméra. On n'a pas le temps, il faudrait faire de l'arrêt sur image. Mais moi, je vous trouve le protoplan du dernier, enfin le plan brouillon, hein, ou la première esquisse du dernier plan de Searchers, elle est là. Elle est là. Je veux dire, voilà. Alors après, on pourrait comme ça multiplier comme ça les exemples. Il y en a des dizaines évidemment, hein. Mais on a parfois on a tendance comme ça à surévaluer ou en tout cas à surcharger un seul plan en disant oh, la dernière séquence de Searchers, évidemment qu'elle est géniale, mais ça fait 15 ans que Ford l'a construit, qu'il la prépare. Et l'idée voilà, d'un homme qui cette fois ne va pas rentrer dans le cadre qui d'ailleurs est tout noir parce que on oublie souvent qu'on commente, à chaque fois que je vous parle des plans de Searchers, donc il faudrait presque faire une intervention uniquement sur la dernière séquence de la promenade du désert. Mais on oublie souvent de dire qu'à la toute fin de la promenade du désert, alors que ce monsieur s'en va, qui tente de s'en aller discrètement. Salut Vincent. Ouais. Et non, ce qu'on oublie souvent à la fin de la promenade du désert, c'est que John Wayne, effectivement, vous vous souvenez, il ramène Natalie Wood. D'abord, il faut quand même rappeler que en fait, si on est un peu précis, le titre français est nul. Bon, le vrai titre, c'est The Searchers. Mais disons que si on veut jouer le titre du film français, la vraie prisonnière du désert, c'est un prisonnier. Et en l'occurrence, c'est John Wayne. Quand on regarde le film, c'est le prisonnier du désert. Et celui qui, à la fin, repart dans le désert et la porte se referme comme si le désert était sa cellule, son tombeau. Bon. La chose que je voulais dire, c'est que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que lorsque John Wayne s'approche vers l'encadrement de la porte, alors que la caméra est de l'autre côté de l'encadrement de la porte à la fin de The Searchers, tout noir, et lui va finalement décider avec cette fameuse démarche dont je vous ai déjà parlé, hommage à Ricard, etc., de repartir dans le fond de Monument de Vallée. Là où il ne va pas, c'est le noir. Là où il ne va pas, c'est le noir, et c'est l'obscurité. C'est-à-dire que nous, on est du côté du noir et de l'obscurité. C'est-à-dire que là où va John Wayne, c'est pas qu'un tombeau. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre. Là encore, c'est toujours chez Ford les deux lectures en même temps. Là où va Ford, c'est pas une espèce de cimetière, c'est pas un moment lugubre, c'est pas un espace mortifère. Là où va Ford, John Wayne, il va vers le mythe, quoi. Il va vers la lumière, parce que c'est la lumière du mythe. Et nous, on est où? On est dans le présent, on est dans le noir, on est aveugle, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Et ce que raconte Ford là, c'est ça. Il dit, moi je préfère quand même, à choisir, je préfère aller vers la mort du mythe, hein, vers Monument de Vallée, vers la réification. Ça c'est grand, c'est puissant, c'est beau, c'est triste mais c'est magnifique. Plutôt que de venir là où vous êtes, là où vous êtes c'est tout petit, c'est une pièce et c'est tout noir. J'ai pas envie d'y aller. Et c'est ce que raconte la fin de The Searchers aussi. Hein, c'est pour ça que en fait, évidemment que Ford donne à John Wayne le beau rôle. Donc, le grand personnage, celui qui d'accord, il prend congé de notre temps, de notre espace à nous qui sommes du côté de la caméra. Ouais, mais c'est 10 fois mieux là où il va. C'est ce que raconte Ford. Il nous dit ça exactement. Il faut que vous voilà. On ne le programme pas malheureusement à la prisonnière du désert. Vous l'avez tous vu? Bon, ça va. Donc quand j'en parle, c'est pas... Okay. Soyez là pour American Sniper. Je pense que c'est quand même intéressant. Plus c'est un film sorti il y a peu de temps, sur lequel on n'a pas un recul énorme. Je trouve que c'est bien d'en parler. Moi j'adore ce film. Hein. Je ne vous cache pas que je trouve ça extraordinaire. Mais ça peut être bien d'en parler. Je pense que peut-être tout le monde n'a pas forcément... Parce que c'est aussi un film qui a fait beaucoup de débats. Hein. American Sniper, il y a eu des vagues. Voilà, donc ça serait bien qu'il y en ait quand on se revoit. Que ce ne soit pas le calme plat. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée.